Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Donc, mon nom est Andréane Saint-Gelais, coordonnatrice du projet Le Courage d'agir. Le Courage d'agir qui est une initiative nationale lancée il y a 2 ans qui vise à combattre et à prévenir la violence fondée sur le genre sur les campus postsecondaires au Canada. C'est une initiative qui s'appuie sur les recommandations du rapport de Possibility Seeds Consulting, rapport qui s'intitule Le Courage d'agir, élaborer un cadre national pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre dans les établissements d'enseignement postsecondaire. Donc, le Courage d'agir, c'est vraiment la première collaboration pan-canadienne du genre qui a réussi à réunir des experts, des expertes et des partenaires de partout au Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le genre sur les campus. Une des caractéristiques clés de notre projet, c'est notre série de webinaires gratuits où on invite des experts, des expertes à discuter de concepts clés et à partager les pratiques prometteuses pour mettre fin à la violence basée sur le genre sur les campus. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. On est très, très contente que vous soyez parmi nous. Et aujourd'hui, notre sujet du jour, ce sont les violences fondées sur le genre en contexte de diversité culturelle. Donc, quelques informations et quelques éléments d'information avant de débuter formellement le webinaire. On a la chance que le série de webinaire soit soutenu par la SEUCC, donc l'Association des services aux étudiants des universités et collèges du Canada. Et le projet est également rendu possible grâce au soutien et au financement du ministère des Femmes et Égalité des genres du Canada et du gouvernement fédéral du Canada. Donc, avant de débuter, on veut aussi reconnaître que notre travail se déroule sur et à travers les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones. On reconnaît que la violence fondée sur le genre, c'est une forme de violence causée par la colonisation qui est utilisée pour marginaliser, déposséder les peuples autochtones de leurs terres et de leurs eaux. Et donc, le travail qu'on fait aujourd'hui et tout au long du projet vise à honorer cette vérité-là pendant qu'on s'efforce de décoloniser notre travail et de rendre justice aux femmes autochtones disparues et assassinées à travers le pays. Une petite note sur le format. Donc, Issane Fetti, notre conférencière, prendra la parole pendant environ 45 minutes. Et tout au long de la présentation, je vous invite à soumettre vos questions, vos commentaires dans la boîte de questions et réponses au bas de votre écran. On va prendre le temps d'y répondre à la fin de la présentation, soit dans les 10 dernières minutes. À la fin du webinaire, vous allez aussi recevoir un lien vers un formulaire d'évaluation. On vous serait vraiment très reconnaissante de prendre le temps de nous faire part de vos commentaires. Ça nous aide directement à améliorer le format de nos webinaires. À noter que tous les commentaires reçus sont anonymes, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et après le webinaire, vous allez aussi recevoir un lien vers l'enregistrement de la conférence d'aujourd'hui pour que vous puissiez la consulter à nouveau au besoin et la partager avec vos réseaux. Donc, notre conférencière d'aujourd'hui, Mme Issane Fetti, est candidate au doctorat en psychologie clinique à l'Université de Montréal. D'origine marocaine, elle a débuté son parcours international à l'Université de l'Alberta avant de compléter son baccalauréat en psychologie à l'Université d'Ottawa. Depuis 2018, elle contribue à différents projets de recherche visant à enrayer les violences sexistes et sexuelles en milieu universitaire. Dans le cadre de sa thèse, elle s'intéresse au vécu des étudiantes internationales en utilisant une perspective qui est intersectionnelle et elle cherche à comprendre les facteurs de risque impliqués dans la victimisation sexuelle de ces étudiants. Elle développe de cette façon-là, donc elle développe une expertise dans la compréhension et la prévention des violences sexuelles faites aux femmes issues de la diversité. Donc, avant de lui céder la parole, je prends un moment ici pour vous inviter à prendre une profonde respiration parce que le travail de prévention et de lutte aux violences fondées sur le genre, c'est un travail qui est difficile. Donc, juste un petit rappel de faire attention à votre bien-être pendant que vous écoutez ce webinaire-ci, pendant que vous participez à ces conversations qui peuvent être difficiles. Je vais déposer dans la boîte de conversation dans quelques instants un lien vers des ressources qui pourraient vous être utiles si jamais vous sentez que ça va un peu moins bien aujourd'hui. Donc, Issane, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici, même si je ne vous vois pas. Je tiens à remercier Possibility Seeds pour cette opportunité. Merci également à Andréane et à toute l'équipe pour l'organisation de cet événement et de me donner la chance de vous parler aujourd'hui des violences fondées sur le genre dans un contexte de diversité culturelle et donc particulièrement auprès des étudiants et étudiantes de l'international. Donc, le webinaire d'aujourd'hui vise à favoriser les apprentissages suivants: les formes de violences sexuelles vécues par les étudiants et étudiantes de l'international, ainsi que les particularités de cette population, les contextes et les situations où ils et elles sont à risque de subir ces violences sexuelles,
ainsi que les traumatismes, la recherche d'aide et l'intervention auprès de cette population. Et donc, pour atteindre ces objectifs, voici comment va se dérouler la présentation d'aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par donner un aperçu global des particularités des étudiants et étudiantes de l'international. Qui sont-ils et elles? D'où viennent-ils? D'où viennent-elles? Quelles sont leurs motivations, les avantages qu'ils et elles apportent et quels défis doivent-ils et elles surmonter? Ensuite, je présenterai des données sur la victimisation sexuelle de ces étudiants et étudiantes en milieu universitaire québécois. Je parlerai notamment des formes de violences sexuelles qu'ils et elles ont vécues, du statut des personnes qui ont commis les gestes et les contextes dans lesquels ces victimisations ont eu lieu. Ensuite, j'aborderai des pistes de réflexion pour comprendre cette victimisation et je terminerai par l'intervention auprès de ces étudiants et étudiantes de l'international, en particulier la nature des traumatismes qu'ils et elles peuvent vivre, la demande d'aide et la prévention. Je vais commencer par quelques chiffres et quelques définitions. Donc, en 2019, au Canada, on dénombre 642 480 étudiants et étudiantes de l'international, tous niveaux d'enseignement confondus, ce qui représente en moyenne 10 à 12% de la population étudiante dans les universités, dans les cégeps, et ce chiffre est en constante augmentation depuis plusieurs années. Et rien que par rapport à l'année précédente, c'est une augmentation de 13%. On peut simplement définir les étudiants et étudiantes de l'international comme des personnes qui se déplacent à l'étranger pour suivre des études postsecondaires, généralement pour obtenir un diplôme, ou bien dans le cadre d'un échange universitaire d'un trimestre ou d'une année. Et pour étudier à l'étranger, ils doivent avoir une organisation du gouvernement. C'est ce qu'on appelle le permis d'études postsecondaires, qui prévoit plusieurs conditions. Donc, par exemple, être inscrit à temps plein dans un établissement reconnu, ne pas travailler à temps plein durant la session d'études. Alors, d'où nous viennent ces étudiants et ces étudiantes? Donc, au Canada, même s'il y a plus de 180 nations représentées parmi les étudiants et étudiantes de l'international, la majorité viennent d'Asie, donc de Chine et d'Inde. D'autres viennent de France, des États-Unis, du Nigeria et de l'Arabie saoudite. Et je précise qu'au Québec, la majorité des étudiants et étudiantes de l'international viennent de France et d'autres pays de la francophonie comme la Belgique, les pays d'Afrique francophone comme le Sénégal ou les pays du Maghreb comme le Maroc ou la Tunisie. Pourquoi ces étudiants et étudiantes choisissent le Canada? D'après un sondage réalisé en 2018 par le Bureau canadien de l'éducation internationale, c'est en raison de la qualité du système éducatif, de la réputation du pays comme étant tolérant, non discriminatoire, et le fait que le Canada soit perçu comme un pays sécuritaire. Et finalement, qu'est-ce qu'ils apportent, ces étudiants et étudiantes, au pays qui les accueille? Bien, il y a différentes contributions aux pays qui accueillent ces étudiants et étudiantes internationaux de l'international. Donc d'abord, ils et elles contribuent au développement de la science, de la recherche et de l'innovation, car ils et elles représentent une large proportion des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs. Ils contribuent aussi à l'ouverture sur le monde de leur université ou de leur pays d'accueil. Donc, par exemple, à travers des interactions entre les différentes cultures. Et la contribution économique est aussi significative. Ils injectent plusieurs milliards de dollars en dépenses dans l'économie du pays. Et c'est ces différentes contributions, tant au niveau éducatif, démographique et économique, qui s'observent peu importe le pays d'accueil et qui conduisent plusieurs pays et plusieurs universités à rivaliser pour attirer plus d'étudiants et étudiantes de l'international. Mais ils et elles ont quand même plusieurs défis à surmonter. Donc d'abord, s'adapter à un nouveau système éducatif qui bien souvent est différent du leur.
et elles doivent aussi s'adapter à une nouvelle culture, aux normes et aux coutumes locales. Plusieurs étudiants et étudiantes doivent faire face à des barrières linguistiques, donc essayer de communiquer, d'étudier dans une langue différente de leur langue maternelle. L'isolement est aussi un défi majeur, puisque la plupart arrivent seuls, doivent se tisser un nouveau réseau de soutien, tandis que leur réseau existant est éloigné, souvent à des milliers de kilomètres. Donc, ils sont souvent isolés et peuvent avoir du mal à se faire des amis. Et toutes ces difficultés et ces défis à surmonter peuvent parfois conduire à des problèmes de santé mentale, comme l'anxiété ou la dépression. Donc, ces défis dont je viens de vous parler font partie d'un processus de transition et d'adaptation qui est tout à fait normal et par lequel passent ces étudiants et étudiantes. C'est le choc culturel. Et c'est un terme qui résume le stress et la désorientation vécue par une personne lorsqu'elle s'installe dans une nouvelle culture. Et ce processus commence par une phase de lune de miel lorsqu'on vient d'arriver et qui se caractérise par un sentiment d'euphorie, d'excitation, de curiosité, l'envie de tout voir, de tout essayer. Ça, c'est généralement dans les premières semaines à l'arrivée ou dans les premiers jours à l'arrivée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une phase de crise ou de confrontation. Et généralement, elle débute lorsque la routine commence à s'installer. Ça coïncide souvent avec le début de la session ou quand le froid commence à arriver. Et là, ce sont des sentiments de confusion, de nostalgie pour le pays d'origine et d'isolement. Et dans cette phase, on a tendance à idéaliser le pays d'origine et à porter un jugement plus négatif sur le pays d'accueil, à se sentir frustré ou irrité, à avoir plus de difficultés à comprendre ce qui nous entoure. Et ensuite survient ce qu'on appelle la phase d'ajustement qui est graduelle, qui prend du temps. On apprend à accepter la culture d'accueil, à accepter les coutumes, les valeurs, sans les juger. On commence à avoir plus de liens aussi avec la société d'accueil. Et enfin, la dernière étape, et cette dernière peut vraiment prendre plusieurs années, c'est ce qu'on appelle l'aisance biculturelle ou encore se sentir tout à fait à l'aise dans les deux cultures, à la fois celle d'accueil et celle d'origine. Maintenant que j'ai donné un aperçu global de ces étudiants et étudiantes, je vais vous parler plus en détail des violences sexuelles qu'ils et elles peuvent vivre. Donc d'abord sur l'état de la recherche. En fait, il y a très peu d'études sur la victimisation sexuelle des étudiants et étudiantes de l'international. Par exemple, il y a très peu de chiffres disponibles et beaucoup de variabilité selon les pays, voire selon les universités. Donc, par exemple, aux États-Unis, qui est le premier pays d'accueil des étudiants et étudiantes de l'international, il n'y a aucune donnée de prévalence des violences sexuelles qui les concernent. Donc, on ne peut pas savoir exactement quelle proportion d'étudiants et d'étudiantes de l'international sont victimisés. Il y a aussi de la variabilité selon les pays. Il y a certains pays comme l'Australie par exemple, qui suggèrent que les étudiants et étudiantes de l'international rapporteraient moins d'expériences de victimisation sexuelle, tandis que d'autres régions du monde disent que ces étudiants sont davantage victimisés. Il y a plusieurs sondages en fait qui sont faits de façon générale pour documenter les violences sexuelles en milieu universitaire, mais souvent les étudiants et étudiantes de l'international ne sont pas inclus. Donc soit la question du statut n'est pas toujours posée, donc on ne demande pas êtes-vous étudiant ou étudiante de l'international, ou bien parfois certaines études, bien qu'elles posent la question, ne rapportent pas toujours les résultats en lien avec cette variable-là. Et lorsqu'on met de côté la recherche en victimisation sexuelle et qu'on regarde dans d'autres recherches de façon générale, il arrive parfois que ces étudiants et étudiantes soient exclus parce qu'on suppose qu'ils amèneraient trop de variabilité et que ça viendrait biaiser les résultats.
Donc, les résultats dont je vais vous parler aujourd'hui plus en détail proviennent d'une enquête qui a été réalisée au Québec en 2016. Il s'agit de l'enquête Sexualité, sécurité et interaction en milieu universitaire, donc ESIMU, qui a été réalisée auprès de 9 248 répondants qui proviennent de 6 universités québécoises francophones. Et donc, les répondants de cette étude étaient des étudiants et étudiantes, enseignants et enseignantes et employés de l'université. Et en fait, on s'est concentré sur un sous-échantillon des étudiants et étudiantes de cette enquête. Donc, cet échantillon, ces comparaisons dont je vais vous parler aujourd'hui, concernent 6554 étudiants et étudiantes, dont 764 de l'international, ce qui représente environ 12%. Et donc, on a comparé les étudiants et étudiantes de l'international et les étudiants et étudiantes du Québec selon les aspects suivants. Donc, d'abord, les données sociodémographiques, les formes de violences sexuelles, les caractéristiques des événements, c'est-à-dire le statut des personnes qui ont commis, des personnes ou de la personne qui a commis les gestes, et le contexte où a eu lieu l'événement ou les événements de violence sexuelle. On a aussi regardé les répercussions et le dévoilement, et enfin les préjugés sur les violences sexuelles. Donc d'abord, pour les différences sociodémographiques ou les comparaisons sociodémographiques des étudiants et étudiantes de l'international, comparativement aux étudiants et étudiantes du Québec. Eh bien, la première chose, c'est que les deux groupes se distinguent significativement au niveau de l'âge. Donc, comme on peut le voir, les étudiants et étudiantes de l'international sont moins nombreux à être dans la tranche d'âge de 36 ans et plus. Par contre, ils sont presque autant à être dans des tranches d'âge de 18 à 25 ans et de 26 à 35 ans. Donc, ils sont un petit peu plus jeunes. Ils se distinguent aussi significativement au niveau du genre. Il y a aussi un petit peu plus d'hommes chez les étudiants et étudiantes de l'international. Donc, on voit que c'est 31% contre environ 24% chez les étudiants et étudiantes du Québec. On a aussi regardé comment se distinguent les deux groupes au niveau de l'orientation sexuelle et de l'appartenance à une minorité visible. Donc les deux groupes sont significativement différents au niveau de l'orientation sexuelle. Donc 18% des étudiants et étudiantes de l'international disent faire partie de la diversité sexuelle ou bien d'être en questionnement, comparé à 15% des étudiants et étudiantes du Québec. Donc plus de diversité sexuelle auprès de cette population-là. Et au niveau de l'appartenance à une minorité visible aussi, les étudiants et étudiantes de l'international sont plus nombreux à déclarer appartenir à une minorité visible. Donc là, c'est 16% contre 6,4%. Pour ce qui est du cycle d'études et de la période de fréquentation, là encore, les étudiants et étudiantes de l'international sont significativement plus nombreux à être à la maîtrise ou au doctorat. Donc, c'est 51% qui sont au deuxième et troisième cycle, contre 33% des étudiants et étudiantes du Québec. Et concernant la période de fréquentation, les étudiants et étudiantes de l'international sont à l'université depuis moins longtemps. Donc, la majorité y est depuis moins de 3 ans, comparativement aux étudiants et étudiantes du Québec. Donc, si on résume ces résultats, lorsqu'on compare les étudiants et étudiantes de l'international aux étudiants et étudiantes du Québec, on voit qu'ils et elles sont plus jeunes, qu'il y a plus d'hommes, qu'ils sont aussi plus nombreux et plus nombreuses à s'identifier à la diversité sexuelle et aussi plus nombreuses
plus nombreux et plus nombreuses à s'identifier à une minorité visible. Ils sont également plus nombreux et plus nombreuses à être au cycle supérieur et à fréquenter l'université depuis moins longtemps. Et donc là, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on devrait, à partir de ces premières observations, est-ce qu'on devrait s'attendre à voir plus ou moins de violences sexuelles? Parce d'une part, on sait qu'en milieu universitaire, les violences sexuelles touchent majoritairement les femmes de premier cycle. Donc, à partir de ça, on pourrait s'attendre à voir moins de violences sexuelles chez les étudiants et étudiantes de l'international en se disant que ce sont majoritairement des hommes de cycle supérieur, donc qui seraient moins touchés. Ou au contraire, comme on sait que certains groupes sociaux, comme les minorités de genre, les minorités sexuelles, sont généralement plus exposés aux violences sexuelles en milieu universitaire et qu'il y en a plus chez les étudiants internationaux. Donc là, on pourrait se dire qu'on observerait plus de violences sexuelles. Et donc, pendant que je vous laisse réfléchir à cette question, je vais vous en dire un petit peu plus sur les formes de violences sexuelles qu'on a documentées dans cette enquête. Donc, il y a 3 formes qui ont été documentées. Donc, le harcèlement sexuel, donc, qui fait référence à des comportements verbaux et non verbaux qui reflètent des attitudes insultantes, hostiles et dégradantes. Et donc, le harcèlement sexuel a été mesuré par 8 énoncés, comme par exemple, une personne affiliée à l'université vous a raconté de manière répétitive des histoires ou des blagues sexuelles qui étaient offensantes pour vous. La deuxième forme de violence sexuelle qui a été mesurée à l'aide de 7 énoncés, ce sont les comportements sexuels non désirés. Et donc ça fait référence aux comportements verbaux et non verbaux à caractère sexuel, offensants, non désirés, et qui incluent la tentative de viol et l'agression sexuelle. Donc par exemple, une personne affiliée à l'université a eu des relations sexuelles avec vous alors que vous ne le vouliez pas. Enfin, la troisième forme de violence sexuelle qui a été mesurée à l'aide de 6 énoncés, c'est la coercition sexuelle. Donc là, on fait référence à des chantages en retour de récompense. Donc par exemple, une personne affiliée à l'université vous a laissé entrevoir que vous seriez récompensé pour un échange futur de faveurs sexuelles. Et en fait, pour chaque énoncé, la personne devait indiquer à quelle fréquence, donc allant de jamais à plus de 5 fois, une personne affiliée à l'université a commis les gestes. Donc là, je vais passer aux résultats. Donc là, en fait, on s'est concentré sur en fait déjà essayer de savoir s'il y avait des différences dans les formes de violences sexuelles qui ont été rapportées. Et on s'est concentré surtout sur les événements qui ont eu lieu dans la dernière année. Donc pour ce qui est du harcèlement sexuel dans la dernière année, effectivement, il y a des différences significatives dans cette forme de violence-là, où les étudiants et étudiantes de l'international rapportent plus de harcèlement. Donc c'est environ 30% contre 24% des étudiants et des étudiantes du Québec. Pour ce qui est des comportements sexuels non désirés dans la dernière année, il y a également des différences significatives. Les étudiants et étudiantes de l'international en rapportent 17% contre 12% des étudiants et étudiantes du Québec. Pour ce qui est de la coercition sexuelle dans la dernière année, là, les 2 groupes rapportent des taux qui sont presque similaires, donc autour de 2%, et la différence n'est pas statistiquement significative. Et en fait, lorsqu'on met toutes les formes de violence sexuelle ensemble, donc ces 3 formes, le harcèlement sexuel, les comportements sexuels non désirés
et la coercition sexuelle, que ces 3 formes aient eu lieu dans la dernière année ou depuis l'arrivée à l'université. C'est presque 42% des étudiants et des étudiantes de l'international qui rapportent avoir vécu au moins un épisode de violence sexuelle à l'université, contre 36% des étudiants et étudiantes du Québec. Donc, ces étudiants et étudiantes de l'international sont significativement plus victimisés à l'université. Et en fait, même lorsqu'on tient compte des différences sociodémographiques, donc qu'on contrôle pour l'âge, pour le genre, pour l'appartenance à la diversité sexuelle, l'appartenance à une minorité visible et qu'on tient compte aussi du cycle d'études, le statut international continue de prédire les taux de victimisation sexuelle à l'université. Une des questions en fait qu'on s'est posées est en rapport avec les violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Parce qu'on sait que le fait d'avoir été victime de violences sexuelles avant 18 ans rend plus vulnérable aux violences sexuelles à l'âge adulte. Et on s'est demandé si c'était le cas pour les étudiants internationaux. Et donc peut-être que ces étudiants et ces étudiantes ont vécu plus de violences sexuelles à l'enfance et à l'adolescence, ce qui pourrait peut-être expliquer ces chiffres plus élevés qu'on vient de voir au sein de cette population. Et on a constaté que ce n'était pas le cas, que ces étudiants et étudiantes rapportent presque autant de violences sexuelles que les étudiants et étudiantes du Québec, donc autour de 25%. Donc maintenant, je vais vous parler des situations et des contextes de violences sexuelles subies par les étudiants et étudiantes de l'international. Donc d'abord, concernant le statut des personnes désignées comme agresseurs, plusieurs choix ont été proposés. Là, je vais surtout me concentrer sur ces 3-là que je vous présente. Donc, on constate que 86% des étudiants et étudiantes de l'international ont désigné un autre étudiant comme agresseur. 20% ont désigné un enseignant ou une enseignante ou professeur et directeur, directrice de recherche. Et 11% ont désigné un ou une partenaire amoureux, amoureuse ou ex-partenaire. Il n'y a pas en fait de différence entre les deux groupes étudiants et le statut des agresseurs. Donc, qu'on soit étudiant de l'international ou étudiante du Québec, on désigne ces responsables à des proportions similaires. Pour déterminer le contexte où les événements de violence sexuelle ont eu lieu, là encore, plusieurs choix ont été proposés. Donc, je précise que plusieurs choix ont été proposés, c'est parce que le total ne fait pas 100%, donc c'est pour ça qu'il y a des taux aussi, comme on les voit. Donc, 44% des événements de violence sexuelle ont eu lieu durant les activités d'études, donc pendant les cours, les travaux d'équipe, de stage, etc. 18% ont eu lieu durant les activités reliées au travail, donc à l'exception des activités d'enseignement, donc par exemple pendant un travail étudiant. 56% des événements de violence sexuelle rapportés par les étudiants et étudiantes de l'international ont eu lieu pendant un 5 à 7 ou pendant une autre activité sociale. 16% ont eu lieu durant une activité d'implication étudiante, donc une activité de bénévolat par exemple, et 16% aussi dans un environnement virtuel, donc en ligne. Et enfin, 10% des événements de violence sexuelle ont eu lieu durant une initiation facultaire ou départementale. Et en fait, tous ces contextes sont rapportés, là encore, à des proportions similaires par les étudiants et étudiantes du Québec, sauf pour les activités d'initiation.
où les étudiants et étudiantes du Québec ont davantage désigné ce contexte. Donc, les étudiants et étudiantes de l'international sont moins victimisés lors d'une initiation. Et cet aspect-là, on peut l'expliquer de deux façons. D'une part, beaucoup d'étudiants et étudiantes de l'international sont au cycle supérieur, donc ils seraient moins exposés aux activités d'initiation qui ont lieu en général au premier cycle. Et aussi, plusieurs étudiants et étudiantes arrivent plus tard et peut-être qui participent moins en fait à ces activités. Alors, comment on peut comprendre la victimisation des étudiants et étudiantes de l'international? Donc là, je vais vous proposer quelques pistes de réflexion. Mais d'abord, ça pourrait s'expliquer par une appartenance simultanée à différentes identités sociales, comme le genre, l'appartenance à une minorité visible, à une minorité sexuelle, un statut socio-économique plus faible ou encore le statut migratoire. Et en fait, ces différentes identités sociales sont déjà associées à une plus forte victimisation sexuelle à travers des mécanismes d'oppression. Et donc, ce serait l'intersection de cette identité d'étudiant international qui implique d'avoir un statut précaire qui peut être cumulé au fait d'être une femme ou d'être une minorité sexuelle ou d'être une minorité visible. Et c'est cette intersection-là qui pourrait expliquer cette taux de victimisation plus élevé au sein de cette population. Il y aurait aussi des croyances et des préjugés en lien avec les violences sexuelles. Donc, ces étudiants et ces étudiants et étudiantes de l'international auraient plus tendance à croire que les violences sexuelles surviennent de la part d'inconnus dans des lieux publics plutôt que de la part de personnes qu'ils et elles connaissent. Et ces croyances et ces préjugés reliés aux violences sexuelles peuvent conduire à des difficultés à reconnaître des situations à risque et à reconnaître des gestes de violence sexuelle. Une autre explication aussi, c'est celle des différences culturelles ou plutôt en fait d'un manque de familiarité avec les normes et les droits de la société d'accueil. Et là encore, ça peut les conduire à plus de difficultés à reconnaître des situations à risque ou à reconnaître des situations de violence sexuelle. Et enfin, il y aurait la perception que ces étudiants et étudiantes de l'international sont des cibles faciles ou des proies faciles. Parce que justement, en étant étudiants et étudiantes internationales, elles sont plus isolées, elles sont moins familières avec les normes du pays, elles seraient aussi moins portées à dénoncer. Donc, en les percevant comme étant fragiles, on serait plus porté à vouloir profiter de cette situation de vulnérabilité. Et en fait, cet aspect justement ou cette perception de proie facile ne serait pas uniquement relié à la victimisation sexuelle, mais à d'autres formes d'abus de pouvoir, à des fraudes aussi par exemple, et d'autres événements en fait d'autres formes de crimes qui impliqueraient les étudiants et étudiantes de l'international comme victimes. Là, je vais justement passer au traumatisme. Pour ce qui est des traumatismes, il est important de tenir compte de plusieurs aspects qui, dans cette population, peuvent exacerber les conséquences des violences sexuelles. Donc d'abord, la présence de plusieurs vulnérabilités qui sont liées à l'adaptation et dont j'ai parlé au début, comme cette période de transition, de choc culturel. Donc, par exemple, des difficultés de santé mentale, comme la dépression
ou l'anxiété qui sont reliées à la période de transition pourraient être exacerbées après une victimisation sexuelle. C'est important de tenir compte du fait que la famille et que le réseau de soutien soient déjà éloignés. Et donc, les conséquences des violences sexuelles peuvent exacerber cet aspect d'isolement. L'autre aspect, c'est que plusieurs victimes seraient moins portées à faire appel à leur famille parce qu'elles veulent préserver leurs proches, elles ne veulent pas les inquiéter vu qu'elles sont loin, ou encore elles veulent préserver la réputation de la famille. Il est important de tenir compte des barrières linguistiques également. Donc, parler d'un événement de violence sexuelle peut déjà être difficile pour beaucoup et peut l'être davantage lorsqu'on doit le faire dans une autre langue. Et donc, ces barrières linguistiques peuvent rendre difficile un dévoilement aux amis, aux intervenants, intervenantes et même aux autorités. Et enfin, il y aurait des préjugés sur la santé mentale et le fait que les étudiants et étudiantes de l'international auraient moins tendance à consulter. Et justement, je vais vous présenter quelques petits résultats de recherche en lien avec ces aspects-là. Donc précisément par rapport aux conséquences des violences sexuelles, on pourrait justement s'attendre à observer plus de répercussions après un événement de violence sexuelle parce que ces étudiants et ces étudiantes seraient déjà fragilisés par d'autres difficultés. Et effectivement, on constate qu'ils rapportent significativement plus de symptômes qui se rapprochent d'un stress post-traumatique, comme des cauchemars, de l'évitement, de l'hypervigilance ou encore le détachement des autres ou une perte d'intérêt pour les activités. Donc là, ce qu'on remarque en particulier, c'est que 12% des étudiants et étudiantes de l'international ont rapporté au moins 2 de ces symptômes, contre 8% des étudiants et étudiantes du Québec. Comme je le mentionnais, la recherche sur la santé mentale des étudiants et étudiantes de l'international nous indique qu'ils auraient plusieurs préjugés sur la santé mentale et qu'en raison de ces préjugés-là, ils seraient moins portés à consulter ou moins portés en fait à vouloir du soutien psychologique. Puis c'est ce qu'on constate aussi ici. Donc, presque 60% refusent de recevoir du soutien psychologique à l'intérieur de l'université, contre la moitié des étudiants et étudiantes du Québec. Donc, les taux sont quand même assez élevés des deux côtés. Et pour ce qui est de la question du type d'aide souhaitée, donc en fait, cette question, elle a été posée non seulement en référence à des événements passés, mais aussi dans le cas où il serait victimisé, quel genre d'aide en fait il voudrait. Et donc parmi ces étudiants, il y a environ 10% qui disent ne pas vouloir d'aide du tout. Comment on peut comprendre ces aspects reliés à la recherche d'aide chez les étudiants et étudiantes de l'international? Là encore, on pourrait y aller avec plusieurs hypothèses ou plusieurs explications. D'abord, il est possible que ces étudiants et étudiantes aient peur d'avoir des répercussions sur leurs études ou sur leur statut. Donc, par exemple, en fait, ce seraient des craintes liées à la confidentialité. Je mentionne en fait que les craintes reliées au statut sont très importantes et peuvent conduire en fait
à refuser en fait toute demande d'aide par crainte de perdre leur statut ou d'avoir des problèmes, par exemple, vis-à-vis de l'immigration ou vis-à-vis de l'université. D'autres explications aussi qu'on retrouve chez d'autres populations qui ne sont pas de l'international, donc le fait de ressentir de la honte, la peur de ne pas être cru, là encore, qui pourrait être relié au fait de ne pas vouloir aller solliciter de l'aide, que ce soit à l'université ou à l'extérieur. Alors, comment intervenir auprès de ces étudiants et étudiantes de l'international? La première des choses, c'est qu'il est nécessaire de les informer et de les sensibiliser aux différentes formes de violences sexuelles. Donc, de parler des formes qui ont lieu à l'université, dans le couple, etc. Il est nécessaire de les informer, de les sensibiliser aussi aux différentes formes d'exploitation qui sont liées au statut d'étudiant international. Donc, le fait, par exemple, d'être perçu comme une proie facile, d'être moins familier avec les normes locales et qui peut conduire à des abus reliés au logement, à l'emploi ou encore à de la coercition sexuelle pour obtenir un statut d'immigration permanent. Donc ça, ces derniers aspects sont quand même relativement documentés dans la littérature sur les étudiants et étudiantes de l'international, à savoir que ils rapporteraient des situations vraiment spécifiques reliées à leur statut et à des fraudes liées à l'emploi ou de l'abus lié au logement, par exemple. Il est aussi important de sensibiliser certains sous-groupes, en fait, et surtout les femmes étudiantes internationales qui sont encore plus exposées aux violences sexistes et sexuelles. Et un petit peu comme je vous parlais tout à l'heure de l'intersection de deux identités, donc le fait d'être international et le fait d'être une femme. Et cette intersection fait en sorte que ces femmes étudiantes internationales sont non seulement plus exposées et plus victimisées comparativement aux hommes étudiants internationaux et aussi aux femmes québécoises qui sont étudiantes. Et elles sont touchées à la fois par des formes de victimisation aussi bien à l'université que dans le couple. Donc c'est important de les sensibiliser par rapport à ces aspects-là. Et je précise justement que par rapport à l'aspect de sensibilisation, qu'il y a un intérêt qui a été documenté de la part des étudiants et des étudiantes de l'international à différents endroits, en fait, à différentes universités. En fait, on a documenté un intérêt plus grand à vouloir recevoir des informations sur l'éducation sexuelle, sur les formes de violences sexuelles, aussi bien pour elles que pour leurs camarades qui sont elles aussi des étudiantes internationales. Et pour terminer tranquillement, j'ajouterai qu'il est nécessaire encore d'informer, de sensibiliser cette population sur leurs droits et sur leurs recours. Et je vais insister là-dessus parce que ça viendrait pallier le manque de familiarité avec les normes locales et les craintes reliées au statut d'immigration. Donc, comme je le mentionnais, il y a vraiment une crainte qui subsiste reliée à la crainte de perdre le statut. Et il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui craignent d'être déportés s'ils sont victimisés et qu'ils le dévoilent. Et c'est important de tenir compte de ces aspects et de clarifier aussi les informations reliées au statut et à la victimisation. L'autre aspect qu'il est important de faire aussi, je pense, c'est d'informer sur les ressources disponibles. Donc, par exemple, les ressources
universitaires, les ressources communautaires qui peuvent leur venir en aide. Et je mentionne les ressources communautaires justement parce que ça pourrait être une possibilité pour ces étudiants, ces étudiantes qui voudraient trouver des ressources à l'extérieur. Et l'autre aspect sur lequel j'aimerais insister, c'est l'aspect de leur accessibilité. Donc, de rendre disponible l'information sur les ressources qui sont accessibles aux étudiants et étudiantes de l'international, indépendamment de leur statut d'immigration. Et donc voilà, c'était à peu près tout pour moi. Je suis pile à 45 minutes. Je vous montre brièvement quelques références et puis on pourrait passer à la période de questions. En effet, un grand merci, Issam. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions. Donc, je vous invite à partager toutes les questions que vous pourriez avoir dans l'onglet questions-réponses au bas de votre écran. Donc, le petit Q&R là, directement dans la plateforme Zoom. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui et que vous avez laissé votre nom, bien, ce sera possible pour nous de vous répondre par courriel ou de vous envoyer d'autres ressources par la suite. Donc, j'avais déjà quelques questions qui avaient été reçues là, au cours de la présentation. Donc, la première, en fait, c'est est-ce qu'il y a des différences dans la victimisation sexuelle en fonction du pays ou de la région d'origine de la communauté étudiante internationale? Pour ce qui est de la victimisation sexuelle en particulier, à ma connaissance, je dirais que non. Ce n'est pas un aspect qui a été vraiment documenté. Les recherches que je suis en train de faire en ce moment vont porter aussi sur la région d'origine. Par contre, sur d'autres formes de victimisation ou surtout celles liées à la discrimination, là, on a trouvé des différences selon les régions d'origine. Et en fait, c'était une étude en particulier qui a trouvé que les étudiants qui venaient de régions qui n'étaient pas d'Europe, en fait, rapportaient plus de harcèlement, y compris du harcèlement sexuel. Donc, la réponse courte, c'est qu'il faudrait plus de recherche pour répondre à cette question. Merci beaucoup. On a reçu une autre question qui est à savoir, est-ce qu'il y a des statistiques ou des données sur les gestes de violence sexuelle qui sont commis par la communauté étudiante internationale? Est-ce qu'il y a comme un besoin dans les établissements de prévoir des campagnes de sensibilisation qui sont spécifiques à ce sujet-là? C'est une très bonne question. Pour ce qui est des statistiques, je dirais là encore qu'il n'y en a pas de disponibles sur les étudiants et étudiantes de l'international qui seraient auteurs ou de gestes de violence sexuelle. Et en fait, c'est que ce serait aussi plus difficile à obtenir pour pouvoir avoir des chiffres concrètement, parce que là, ça impliquerait soit de poser la question directement aux étudiants et étudiantes de l'international, ou bien de poser les questions à toute la population étudiante et d'inclure cette question-là. Par contre, en fait, il y a un des aspects qui est documenté, c'est des intervenants qui travaillent en fait auprès d'étudiants et étudiantes de l'international. Et en fait, c'est une grande étude qui a été faite auprès de 150 intervenants de partout, surtout aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, et qui considèrent, eux, qu'il n'y a pas de différence chez les étudiants internationaux qui ne pensent pas en fait qu'ils commettraient plus de crimes ou plus de gestes de violence sexuelle. Et je répondrai aussi à cette question d'une autre manière. C'est que parmi les étudiants et étudiantes victimisés, ils désignent autant des personnes de leur communauté, d'étudiants et étudiantes de l'international, que des personnes à l'extérieur de la communauté. Donc, ce serait peut-être 50-50.
Super. On a reçu une question, je ne sais pas si tu pourras y répondre, si tu as des informations là-dessus. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il y a des dépliants avec des ressources d'aide qui sont donnés à l'ensemble des étudiants et des étudiantes internationales à leur arrivée à l'université? Oui, certainement. Au niveau il y a vraiment beaucoup de services qui existent pour les étudiants et étudiantes de l'international. Vraiment, dans presque chacune des universités, il y a un service qui leur est dédié. Et généralement, ces ressources transmettent beaucoup d'informations sur l'adaptation, sur la transition, sur le choc culturel. Mais à ma connaissance, je ne pense pas que la question de la victimisation sexuelle soit abordée. Super. J'ai une autre question ici. Ça serait la dernière que j'ai reçue, mais s'il y a d'autres gens qui ont des questions, là, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte. On y répondra avec plaisir. Il nous reste encore quelques minutes. Donc, la question, devrait-on privilégier l'intégration d'informations spécifiques aux étudiants ou aux étudiantes de l'international dans les activités de formation et de sensibilisation qu'on fait, ou est-ce qu'on devrait plutôt mettre en place des activités qui sont spécifiques, donc qui sont dédiées exclusivement là, à la communauté étudiante internationale? Mm-hmm. Euh, Ben, je dirais probablement les deux et je vais expliquer pourquoi pour chacune. Ben, le premier aspect, ce serait un petit peu de la prévention universelle finalement. Et quelque part, j'ai envie de dire, ben, si on est dans une période où on est plus attentif aux besoins des différentes communautés, des différentes minorités et qu'on prend le temps de sensibiliser, d'informer tout le monde, alors pourquoi pas aussi inclure comme minorité les étudiants et étudiantes de l'international. Et je crois fortement en la possibilité en fait de trouver des alliés auprès de la population étudiante nationale ou locale. Donc ça, par exemple, le fait par exemple, moi j'imagine une campagne de prévention. Là, peut-être que des étudiants et étudiantes du Québec, sachant que, par exemple, les étudiants et étudiantes de l'international sont perçus comme des proies faciles, peut-être ils et elles seraient plus amenés à intervenir dans une situation qu'ils pourraient observer. Donc, ça, ce serait mon point en faveur d'une prévention plus universelle. Puis oui, spécifiquement, des activités spécifiques à cette population, je pense que ça manque et je pense qu'il devrait y en avoir en particulier. De vraiment, un petit peu comme je le mentionnais tout à l'heure, de donner des informations précises par rapport au statut, par rapport au recours, et par rapport aux différentes formes de violence sexuelle également. Excellent. Un très, très grand merci. Donc, je n'ai pas reçu d'autres questions. Donc, c'est ce qui mettra fin là, à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, un grand merci, Issane. Un grand merci à toutes les personnes qui sont présentes. J'espère que ça a été pour vous un moment qui était intéressant, qui était engageant dans la lutte puis la prévention de la violence fondée sur le genre. Petit rappel que l'enregistrement sera disponible sur notre site web d'ici quelques jours, donc vous pourrez réécouter ou partager. Et merci à nouveau de bien vouloir remplir le formulaire d'évaluation en quittant. Normalement, ça devrait vous amener directement sur la page du formulaire, mais je l'ai aussi inclus dans le lien, dans la petite boîte là, de discussion au cas où. Donc, si jamais, peut-être une dernière chose avant de vous laisser, si jamais vous voulez rester au courant du projet, vous pouvez rester en contact par les médias sociaux de Possibility Seeds. On est sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, un grand merci tout le monde et on se revoit avec plaisir lors du prochain webinaire.